Je vais essayer d'être assez synthétique. C'est pas facile. C'est pas facile de clore parce que tout a été dit aujourd'hui et hier. Enfin, je veux dire par là, c'est que j'avais comme titre Ville et territoire. Je suis content d'avoir mis et bien au-delà, parce que Catherine Basoni sur la ville et ce que tu as dit sur le bassin minier du Nord, j'aurais dit exactement la même chose. Donc j'ai mis et bien au-delà. Et bien au-delà, ça veut dire au-delà. Au-delà, un au-delà qui nous interpelle, qui nous conduit à travers des exemples comme la route de la soie, parce que c'est un peu de ça dont je vais parler, qui nous conduit à nous demander si c'est pas la terre entière qu'il faut inscrire au patrimoine mondial. Et est-ce qu'on va pas un jour arriver à ce stade? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, cet au-delà nous pose des tas de questions. Et c'est plutôt des questions que je vais essayer de poser que de donner des réponses. Je commencerai, alors sur la ville et les territoires, je commencerai par une citation que certains élèves de Chaillot connaissent parce que je la cite régulièrement, mais j'aime beaucoup la répéter. On a, vous l'avez dit, un élargissement considérable du concept de patrimoine, une surcharge terrible de certains sites de patrimoine. Il nous faut aujourd'hui diluer, il nous faut aujourd'hui inventer des nouveaux systèmes, inventer des nouveaux concepts, inventer de nouvelles façons de traiter le patrimoine. Et je pense que vous, architectes, urbanistes, paysagistes, etc., vous avez un rôle très important. Cette génération qui arrive va avoir un rôle très important. Ce rôle, il a été... cette citation, elle date de 96, éditée en 2006, et nous sommes encore 10 ans après, ça fait presque 20 ans. D'abord, une orientation radicale qui découle de mes remarques préliminaires, passer d'une protection du patrimoine statique, ça ne veut pas dire l'abandonner, visant des objets fondés sur la notion d'inventaire à une protection dynamique, structurelle, ancrée dans la vie quotidienne. Le deuxième point qui est important, parce que ça concerne justement toutes ces professions que j'appellerais professions du cadre de vie ou professions architecte, urbaniste, paysagiste, il faut concevoir le patrimoine urbain comme un terrain de reconquête de l'architecture et du vrai métier d'architecte. Un champ d'expérience incitatif, un espace d'apprentissage, de l'invention de nouveaux espaces de proximité, tant pour les praticiens que pour les usagers. Voilà. Sur la ville et les territoires, je pense que tout est dit là, et les outils français de gestion et je renvoie sur ce qu'a dit Catherine, ont commencé à s'adapter. Mais alors, ce qui était absolument étonnant, ce qui est absolument étonnant, c'est que à la fois les outils commencent à s'adapter, ils commencent à peine à s'adapter aux échelles de la ville et des territoires, que d'autres dimensions sont introduites, notamment par l'UNESCO, qui dépassent toute imagination. Elles sont donc ces dimensions inscrites sur la liste du patrimoine mondial. J'étais donc il y a 2-3 mois au premier colloque au Forum de Pékin, au premier colloque sur enfin pas le premier colloque, un colloque sur la route de la soie, suite à l'inscription du corridor qui a été inscrit, les 5000 km qui ont été inscrits au patrimoine mondial quelques mois auparavant. Françoise Gède et moi avons été appelés à participer au séminaire organisé donc dans le cadre du Forum international de Pékin, qui est un grand forum. C'est la première fois qu'il y avait dans ce forum un sujet abordé qui était un sujet patrimonial. Je vous laisse regarder le titre. Le passé et le présent de la route de la soie, dialogue, communication et coopération entre les civilisations. Voilà. Alors, à ce colloque, on avait été appelés pour savoir comment on gère, quel plan de gestion pour la route de la soie, comment on fait, quelle est la méthode, quelle est l'approche, comment on traite un sujet pareil. Je vous rappelle, vous verrez les images à la fin, la route de la soie, c'est 35 000 kilomètres en tout, c'est-à-dire en fait c'est les routes de la soie. C'est 7 000 kilomètres à peu près à vol d'oiseau, mais c'est 35 000 kilomètres. Alors, on y est arrivé modestement et j'avais décidé de présenter 2 exemples. D'abord, la vallée de la Loire et puis les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et vous allez peut-être comprendre, voilà ce que je leur ai présenté. Je vais vous montrer ce que je leur ai présenté, un peu modifié, un peu adapté, mais c'est à peu près ça. Donc, pourquoi la vallée de la Loire ?
Parce que j'étais quelques mois auparavant, ou quelques années auparavant, c'était en 2005, dans un colloque en plein cœur de la Chine, à Guiyang, sur les paysages du Guizhou, sur les paysages culturels d'ailleurs, puisqu'il y avait des délégations venues du monde entier qui participaient à ce colloque. Et le colloque a commencé par une intervention d'un Néo-Zélandais. Et ce Néo-Zélandais, les premières images qu'il a montrées, c'est le Val-de-Loire. Alors là, on était scotché, on s'est dit, tiens, pourquoi il nous montre le Val-de-Loire? C'est curieux, il est néo-zélandais, etc. Et son propos était simple, et à dire, mais la France est le premier pays à inscrire au patrimoine mondial un tel territoire, une telle longueur, un tel itinéraire. Voilà. Et nous, qui sommes propriétaires de grands et de vastes territoires, qu'on aimerait pouvoir gérer au titre du patrimoine, on est attentif à ce que la France va faire. Ça, c'était très intéressant de voir que les premières images de ce colloque en plein cœur de la Chine, c'était le Val-de-Loire patrimoine mondial. Et puis aussi parce que j'ai quelques attaches personnelles avec le Val-de-Loire patrimoine mondial. Et ces attaches personnelles, justement, je vais vous raconter. Vous avez la Loire là au milieu, c'est un plan du XVIIe siècle. Regardez bien, vous avez la Loire et puis vous avez les pays. Alors on dit aujourd'hui, ça paraît évident, la Loire c'est une identité, c'est un territoire. Alors, à titre personnel, oui, j'ai le grand-père de ma femme il est de la Levée en Anjou. Donc il est angevin, il est de la Levée. Mais il n'est pas des coteaux, hein, il est de la Levée. Il parlait patois angevin. Il parlait pas patois tourangeau. Il appartenait à un territoire, il appartenait à un pays qui avait une identité. Hein. Et la Loire, c'était un fil conducteur entre ces identités. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2000, la Loire, c'est devenu une identité en soi, quelque part. Ça devient tout doucement une identité en soi qui... Donc, quelque part, c'est un patrimoine, mais c'est en même temps une nouvelle identité, une nouvelle façon de s'affirmer, une nouvelle façon d'exister, un nouveau territoire sur lequel un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de politiques s'organisent pour essayer de faire gérer ce territoire. Voilà, ce territoire de 280 km de long, 2 régions, 4 départements. Alors, sur ce territoire ont été élaborés un plan de gestion. Alors c'est ce plan de gestion d'ailleurs que ce professeur regardait avec grand intérêt. Alors ce plan de gestion, c'est un exemple. Je pense qu'il faut le rappeler, mais c'est un exemple. Encore une fois, ces expériences, c'est des exemples assez que l'on regarde. Nous, on critique bien sûr ces plans de gestion, on critique notre façon de faire toujours, etc. Mais en même temps, de l'extérieur, on regarde. Il est très intéressant ce plan de gestion. Alors, il a un petit défaut quand même. Moi aussi, je critique. Il est encore dans la génération du top-down. Hein. Il vient d'en haut et puis il nous est, il n'a pas été négocié, il n'a pas été travaillé avec la population. Je reviens sur ce que tu as dit. Pas trop. Enfin bon, on peut en discuter. Mais alors, il est porteur de pédagogie, il est porteur de regarder ces 3 images, elles parlent d'elles-mêmes, je crois que j'ai même pas besoin de les commenter. C'est pas avant-après, c'est une image totalement théorique, mais qui montre toutes les dégradations sur lesquelles il faut réfléchir et il faut essayer de revenir. Un certain nombre, je salue au passage le sénateur Yves Dauge, maire de Chinon, à qui on doit cet extraordinaire travail sur Chinon, et un certain nombre de communes ont complété ce plan de gestion en affirmant l'intérêt patrimonial et l'intérêt d'une gestion patrimoniale particulière sur un certain nombre de sites, un certain nombre de villes. Et je cite en exemple Saumur. Saumur, vous voyez en vert le secteur sauvegardé tel qu'il était à l'origine, en rouge l'extension du secteur sauvegardé, et la VAP qui vient compléter et donner un cadre de gestion. Pareil pour Chinon, vous avez l'extension du secteur sauvegardé et l'extension de la zone de protection du patrimoine architectural urbain. Mais voilà, il y a quand même un petit souci, c'est que ici vous avez la carte des protections. Alors vous avez les AVAP, les ZPPUP, les abords de monuments historiques, les périmètres de protection, les sites classés, les sites inscrits sur le Val-de-Loire. Regardez le Val-de-Loire, vous avez le bien inscrit au patrimoine mondial cerné de rouge, et en rose autour, vous avez la zone tampon. Hein. Et chaque petit rond, c'est le monument avec son périmètre de 500 mètres. Et regardez là, c'est une extension, voilà,
Voilà. Alors, ça pose des questions. Hein. On a d'un côté, et on l'a dit tout à l'heure, un plan de gestion remarquable, mais qui n'a pas de valeur juridique, et on sait très bien les difficultés qu'on a dans l'application de ce plan de gestion, notamment en périphérie des grandes villes. J'ai personnellement inspecté quelques communes sur lesquelles le maire nous expliquait gentiment que le lotissement qu'il devait construire était absolument nécessaire, pour une raison simple, hein, c'est que le baby-boom, ma génération, avait acheté des maisons avec des enfants, ces enfants sont partis et les gens sont restés dans la maison. Donc si on veut des jeunes, il faut qu'on construise des lotissements. Et ma commune, elle est sur le patrimoine mondial. Comment je fais pour vivre ma commune? Comment je fais pour laisser l'école ouverte? Parce qu'autrement, on va me la fermer. Donc je veux mon lotissement. Et mon lotissement, il est en plein cœur du patrimoine mondial. Comment je fais? Voilà. Des questions qui nous sont posées. Et là, le document, le plan de gestion, il ne sait pas très bien répondre à ça. Et puis les outils de protection non plus. On a fait... Dominique Latron a fait un effort absolument remarquable sur le Maine-et-Loire de ZPPEP. Vous voyez toutes ces ZPPEP en jaune. C'est très bien. Simplement, on a un cadre de gestion, mais juste à l'extérieur du jaune, c'est là que va se reporter la pression foncière. Et comment on fait? Et comment on fait pour éviter qu'elle se reporte à l'extérieur? Et là, le maire, il ne veut pas de ZPPEP. Comment on fait? Voilà. D'autant que la Loire, c'est ça. La Loire, pour le grand public, c'est pas le cadre précis de... Voilà, c'est la Loire à vélo. Plus de 1 million de cyclistes par an voyagent le long de la rivière pendant une semaine en moyenne. Alors, ce sont des chiffres qui sont théoriques. Hein. Moi-même, je vais souvent sur la Loire faire du vélo. Je suis sûrement pas comptabilisé, j'y reste qu'1 ou 2 jours, mais dans ces chiffres-là. Les habitants qui décident d'habiter sur les bords de la Loire vont aussi pour profiter et font aussi du vélo. Donc, c'est pour dire que ce territoire, il est encore plus vaste que la simple délimitation. Je crois qu'il y a dans la salle une élève architecture Elisabetta qui travaille sur la partie ouest de Nantes, de Saint-Nazaire, jusqu'au site patrimoine mondial. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Quels sont les outils qu'on peut mettre en place? On n'est pas dans le territoire UNESCO. Voilà. Alors, je parle de la Loire à vélo, c'est la Loire à pied, bien sûr. C'est aussi la Loire en bateau. Hein. Quand j'étais petit, j'allais sur le bord de Loire, des bateaux comme ça, il n'y en avait pas. Alors, il n'y en avait pas du tout. D'un seul coup, il y a tout ce patrimoine qui est né avec une activité économique derrière, parce qu'il y a des gens qui les restaurent, il y a des gens des visiteurs qui viennent sur ces bateaux, mais il y a aussi les associations qui reconstruisent ces bateaux. Il y a toute une activité qui est importante et qu'il faut prendre en considération. Bien sûr, la Loire à cheval, et je vais tous vous les décliner, et je terminerai par la Loire en ballon. La Loire en ballon, moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que la Loire en ballon, alors là, on a une autre vue. On n'est plus au sol, on est en l'air. Hein. Alors, la notion de covisibilité depuis la Loire en ballon, où on a beaucoup de touristes qui y passent, beaucoup de gens qui visitent et qui vont dans les ballons voir les paysages, notamment, pensons, les abords de Chambord. Hein. Il y a une étude qui est en cours sur les abords de Chambord aujourd'hui. Doit-on considérer aujourd'hui que, compte tenu de cet afflux considérable de ballons, on doit avoir une covisibilité qui est différente et qui va beaucoup plus loin que... Voilà. Et puis, il y a tout le volet économique. J'ai mis le vin, mais j'aurais pu prendre d'autres sujets. J'ai mis le vin parce que j'étais, comme je vous l'ai dit, j'ai souvent en Chine, et j'ai vu à quel point les vins de Loire, parce que c'était des vins issus d'un territoire patrimoine mondial, mais bien sûr parce que c'était les meilleurs vins du monde, mais aussi parce que avaient une certaine réputation, avaient une certaine cote. Hein, et j'ai pu aussi constater que depuis quelques années, ils se vendent mieux, peut-être qu'ils sont meilleurs, mais en tous les cas, ils se vendent bien. Et là aussi, il y a une activité économique derrière qu'il ne faut pas oublier. Voilà un peu ce que j'ai voulu présenter sur le premier thème que j'ai présenté au Forum urbain de Pékin. Le deuxième, c'est les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Partiellement inscrit, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit, sur ce que Benjamin a dit, 1993, 1980, rappelle-moi, 98, non ? Voilà, 1993 en Espagne, 98 en France. Voilà. Et puis c'est aussi le premier itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Et là, je me suis penché sur ce sujet parce que j'ai cherché le plan de gestion. Alors là, j'ai commencé à me gratter la tête et à me dire, mince, hein ?
Il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a pas de plan de gestion. Et pourtant, ça marche. Et ça marche très, très, très bien. Et pourtant, voilà, alors, j'expliquerai après. La carte des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà la carte telle qu'elle était dessinée en 1648 des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, on a inscrit des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Non, on n'a pas inscrit les chemins, on a inscrit des monuments qui... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même si on a inscrit des monuments... Ah oui, j'ai oublié. Je reviens sur la Loire une seconde. Sur la Loire, je voulais vous lire un texte que j'ai retrouvé dans les textes de l'UNESCO. La valeur universelle est celle, en fait, sur la Loire, d'un lieu de vie, comme témoigne cette introduction de la description par le Centre du patrimoine mondial. Un paysage culturel s'étirant le long d'un fleuve qui témoigne des échanges de valeurs entre les hommes et du développement harmonieux de l'interaction entre l'homme et son environnement naturel, cela pendant 2000 ans. Faites un plan de gestion là-dessus. C'est un peu compliqué. Bon. Les chemins de Saint-Jacques, ça l'est encore plus. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai beaucoup d'amis qui ont suivi tous les chemins de Saint-Jacques, du A jusqu'à Z. C'est amusant parce que j'en ai un qui l'a fait pour des raisons religieuses, et l'autre, il est athée, et il est même président de l'association de son département des chemins de Saint-Jacques. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Alors, ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est des gens qui viennent se ressourcer en trouvant une convivialité et une humanité dans de longues marches en commun à travers les paysages chargés d'histoire. Et par voie de conséquence, les habitants des lieux traversés sont aussi de plus en plus nombreux à faire ainsi revivre leurs monuments, revivre leurs quartiers, revivre leurs villages, leurs traditions, leurs commerces, pour accueillir notamment les voyageurs tout au long du chemin. Et c'est ça que j'ai pu regarder. Voilà. En 99, près de 100 000 pèlerins et visiteurs se sont engagés sur les chemins de Saint-Jacques. Ce sont les chiffres officiels, à pied, mais aussi en vélo ou à cheval. En 2013, ils étaient environ 500 000, voyageant entre 2 et 4 semaines, dit-on. Là aussi, dit-on, c'est pas comme pour les vélos. Il y a des gens qui font une journée, 2 journées, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et puis, comment les comptabiliser? On comptabilise les tampons, mais voilà. Voilà les paysages, juste une image. Voilà les chemins tels qu'ils ont été reconnus officiellement, en tous les cas. Et puis, voilà le type de paysage que les gens traversent. Voilà, et puis voilà cette convivialité à travers cette petite bande dessinée faite par justement un architecte des bâtiments de France, pour pas le nommer, il s'appelle Pierre-Alexandre, et qui a fait les chemins de sa Bretagne natale jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors il m'a raconté comment ça se passait, et surtout il m'a donné beaucoup de ses photos. Et dans ces photos, j'ai retrouvé ça. Ça, c'est intéressant, très intéressant, parce que c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire en fait, les pèlerins font revivre non seulement les villages, non seulement les commerces qu'il y a dans les villages, mais tout l'artisanat, tous les savoir-faire traditionnels qu'il peut y avoir ou qu'on peut avoir à travers les régions traversées. Et c'est en partie, ils pourraient bien sûr vivre seulement des villageois, mais on sait la situation de ces petites villes et de ces villages aujourd'hui, et que grâce aux pèlerins, ils arrivent à faire revivre des territoires exclus des métropoles, exclus de la grande politique d'aménagement du territoire en France. Voilà. Alors, bien sûr, je vous parle des petites... Des petits commerçants, il y a aussi les auberges, il faut bien que les gens dorment. Donc les gens qui restaurent leurs bâtiments pour pouvoir accueillir des gens. C'est des milliers et des milliers de petits commerçants qui vivent en partie grâce à ces chemins. Et sans compter les fêtes qui sont extrêmement nombreuses et qui, alors c'est intéressant, c'est comme pour le Fest-Noz en Bretagne, on a des fêtes où on retrouve en même temps les habitants et en même temps les touristes. On n'est pas dans un tourisme de masse, on est dans un tourisme assez dilué, ce qui permet d'absorber en même temps et de faire revivre ces différentes fêtes. Voilà un peu ce que je leur ai présenté comme idée et comme piste de travail au-delà de, bien sûr, je me situe au-delà du chapelet de monuments dont on a parlé et dont d'autres ont parlé mieux que je ne le ferai. Alors là, j'en arrive à la route de la soie. La route de la soie, donc je vous ai dit, 35 000 kilomètres, s'étirant à vol d'oiseau sur 7 500 kilomètres, ont été aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial le corridor de Shanghai-Tianshan, qui représente 5 000 kilomètres de la route de la soie. C'est la première partie.
D'autres parties suivront. J'ai eu la chance de participer aux premières réflexions sur l'inscription au patrimoine mondial de la Route de la Soie en 2006, dans un colloque qui s'intitulait « Cultural Exchange Continues and Creates the Civilization ». Alors, vous le traduirez comme vous voulez, parce que c'est pas difficilement traduisible, mais les échanges culturels continuent et créent les civilisations. Oui, bon, on a beaucoup parlé de la chose, et puis aujourd'hui, en 2014, dialogue, communication et coopération entre les civilisations. Donc, on est sur des sujets extrêmement vastes. Alors, extrêmement vastes, voilà. L'UNESCO inscrit le réseau des routes du corridor de Chang'an-Tianshan, soit 5000 km de routes. Voilà, vous avez l'extrait. Alors, voilà, je veux juste vous montrer ces photos-là. Et puis, je vais vous montrer ça aussi, parce que ça, c'est des photos que j'ai prises. Regardez les échanges entre les civilisations. Ces photos sont prises à Xi'an. En bas, vous avez la mosquée de Xi'an. C'est une mosquée à droite. Voilà. Et puis regardez cette œuvre d'art chinoise, musulmane, entre les deux. C'est un mélange absolument extraordinaire et d'une beauté remarquable. Voilà, les gens, les monuments, on est dans des échanges qui interpellent. Alors, ce qui interpelle aussi, c'est la raison pour laquelle la route de la soie a été inscrite. Et ça, je recite un texte de l'UNESCO. Les routes de la soie constituent un maillage de routes interconnectées, reliant les anciennes sociétés de l'Asie du sous-continent, de l'Asie centrale, de l'Asie occidentale et du Proche-Orient, et ont contribué au développement de nombreuses grandes civilisations du monde. Elle représente l'un des réseaux de communication à longue distance prééminents dans le monde, s'étirant à vol d'oiseau sur environ 7500 km, mais d'une longueur de plus de 35 000. Le long d'itinéraires spécifiques, les impacts politiques, sociaux et culturels de ces déplacements eurent de profondes répercussions sur toutes les sociétés qui les rencontrèrent. On inscrit au patrimoine mondial, pourquoi ? Pour montrer qu'on est capable de faire vivre des civilisations entre elles, et que les monuments, les sites, les lieux en témoignent. Mais comment on gère ? Comment on fait ? Je vous disais que je poserais plus de questions que je ne donnerais de solutions. Je crois que je n'ai pas la solution. On a commencé à travailler sur des sites français en essayant d'intégrer ces domaines. C'est pas facile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme travail pour les architectes, et notamment pour les architectes du patrimoine, mais aussi pour les paysagistes, mais aussi pour, disons, des équipes pluridisciplinaires sur ces sujets. Comment appréhender de telles dimensions dans le contexte économique, politique, administratif actuel ? La route de la soie, ce sont des enjeux géopolitiques énormes qui nous dépassent complètement. Mais si c'est inscrit au patrimoine mondial, comment on fait ? Voilà, vous savez très bien que dans les sous-sols de certaines parties qui sont accessibles par cette route de la soie, il y a des richesses absolument extraordinaires. Comment vont-ils être exploités ? Comment préserver leur valeur universelle ? Quel type de plan de gestion à mettre en œuvre ? C'est un sujet qui touche à la valeur du patrimoine pour la société. C'est-à-dire qu'on est là aussi dans un domaine. Et je pose la question, n'est-il pas au cœur des préoccupations actuelles qui tendent à affirmer le rôle fondamental de la culture comme quatrième pilier du développement durable ? Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon travail. Peut-être, Yves, je vous passe d'abord le micro, si vous avez déjà quelques réflexions en réaction immédiate. Est-ce que vous avez entendu ? Oui, en réaction immédiate, écoutez, j'étais vraiment intéressé par les 3 exposés que j'ai écoutés, vraiment bien, qui posent beaucoup de problèmes. Le bassin minier, ça, évidemment, c'est unique, hein. C'est un défi incroyable. On le doit, je dis tout de suite, à des élus quand même, hein. Notamment Jean-François Caron, que certains connaissent, hein. Des gens qui avaient une ambition incroyable pour renverser une situation assez désespérée, hein, dans un pays qui est loin d'être sorti de la difficulté, et qui se sont dit on a un patrimoine, c'est avec ce patrimoine qu'on va se sauver. Et donc, il y a derrière ce projet qui pose beaucoup de problèmes, comme ça a été dit, sur la gestion. Il y a quand même, c'est ça ce qui me touche le plus, moi, une extraordinaire
volonté locale. Bon, c'est un pays, je ne vous fais pas de dessin, qui est mis à mal quand même, hein, en ce moment, avec des positions politiques inquiétantes. Hein. Je ne sais pas ce que ça donnera. En fait, on est dans des politiques extrêmement fragiles. Hein. Rien n'est acquis dans ce genre d'exercice. Bon, on a vu encore, il y a la guerre, hein, qui tout d'un coup arrive. Et nous, on est soumis à des changements locaux de vision politique qui peuvent être dramatiques. Hein. Bon, je ne vais pas vous désespérer, mais quand même, il faut bien voir que ceci renforcerait l'idée que s'il n'y a pas effectivement une institution comme l'UNESCO qui porte une ambition universelle, s'il n'y a pas un État, s'il n'y a pas un droit, s'il n'y a pas des savoir-faire, la fragilité l'emportera et il y aura des abandons et des résultats très inquiétants. Donc il faut être conscient de ça quand même. Hein. Tous les gens qui veulent travailler dans ces domaines, il faut qu'ils travaillent avec l'idée qu'il faut construire quelque chose qui résiste à des aléas nombreux. Donc, alors, voilà, ma première action, c'est que ces trois exposés sont quand même très, très instructifs. Mais bon, je pense qu'on peut dire tous les trois que ça nous renforce dans l'ambition d'avoir une institution aussi prestigieuse que l'UNESCO, qui elle-même est fragile. On a vu les Américains s'en aller parce que l'UNESCO a reconnu la Palestine. Alors, évidemment, c'était pas prévu tout de suite quand même. Hein. Et donc, voilà, il faut qu'on soit attaché à cette ambition des Nations Unies, disons. Il y a une utopie dans cette affaire, mais en même temps, si vous voulez, hein, il faut y croire. Donc, moi, je suis un militant de la cause des Nations Unies, de l'UNESCO, de la paix, des droits de l'homme et des droits du patrimoine. Tout ça, d'ailleurs, fait un ensemble cohérent. Il ne faut pas qu'on voit les choses de manière segmentée. Hein. Un coup pour le patrimoine, un coup pour les hommes et les droits de l'homme, un coup pour la guerre. Non. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une vision globale de la défense des grandes valeurs universelles. Parce qu'elles sont liées. Et on voit bien, d'ailleurs, qu'on transmet des compétences. Et on crée des échanges. Ça, c'est la vertu de cette convention de l'UNESCO, d'ailleurs. Hein. De 72 et de la diversité culturelle. Hein. C'est effectivement sortir de nos frontières et créer des courants d'échange, se renforcer les uns les autres par rapport à tant de fragilité possible pour se tenir. Hein. Voilà, donc merci à ces trois exposés vraiment que je trouve excellents. Je m'arrête là. Oui, Michel Prats, je voulais rebondir sur ce que tu disais à propos des chemins de Saint-Jacques. Parce que quand tu as parlé de ces chemins de Saint-Jacques qui vivaient, c'est vrai qu'ils vivent, mais ce n'est pas en tant que patrimoine mondial. Je pense que le patrimoine mondial n'a rien à voir dans l'affaire. C'est, si tu veux, c'est parce que c'est Saint-Jacques. C'est le fait que tu as des pèlerins des pèlerins modernes, des randonneurs, des gens qui veulent, comme tu le disais très justement, l'objet, c'est se ressourcer. Alors se ressourcer éventuellement par la prière pour aller jusqu'à Saint-Jacques, ou se ressourcer par les pieds et en traversant, et effectivement avec la solidarité, parce que maintenant il y a de plus en plus de gens sur les chemins. J'en ai fait moi aussi une partie. Mais en fait, les 77 biens qui ont été inscrits sur les chemins de Saint-Jacques, ils ont été inscrits il y a très longtemps, de façon, enfin, 99, on nous l'a dit. C'était le fameux top-down, on s'est jamais posé la question de savoir comment on allait gérer ce site improbable, parce qu'il y a 77 biens plus 5 chemins. Donc, ça fait énormément de linéaires. On n'a jamais essayé de mettre ensemble autour d'une table, et c'était d'ailleurs un de mes objectifs
quand j'avais des fonctions à ICOMOS, de mettre autour d'une table les différents gestionnaires des sites, des biens, les maires, les propriétaires, le clergé, enfin, etc. Donc, on n'a jamais essayé d'avoir ni un plan de gestion absolument impossible, ni même une idée de coordination. Alors aujourd'hui, c'est depuis quelque temps, grâce à des élus d'ailleurs, c'est organisé à Toulouse et d'abord sur les tronçons du sud-ouest de la France, et puis grâce à l'Association des biens français, cette première organisation qui a essayé de coordonner, grâce au Conseil général de Toulouse et au Conseil régional, qui a mis en place une structure pour le Midi, petit à petit, on s'est aperçu qu'il fallait aussi essayer de coordonner au niveau national sur les différents chemins et commencer à réfléchir ensemble à un devenir et un éventuel plan de gestion, et tout au moins avoir une vision commune de ce patrimoine. Mais on en est au tout début. Et on se retrouve toujours au même point, c'est que quand on ne commence pas, on ne réfléchit pas d'abord avec les gens, les locaux, pour monter ensemble la VUE, eh bien, on n'aboutit à rien. Et qu'il faut systématiquement, au départ, avoir une vision commune. Et on revient toujours pareil, hein, on tourne un peu en rond, on dit toujours la même chose depuis hier, mais je crois que c'est la vérité. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, juste un détail qui me semble important, c'est le succès. C'est le succès, et le patrimoine mondial n'est pas la raison du succès, mais il contribue considérablement au succès. C'est aussi le premier chemin, itinéraire culturel, c'est aussi... Mais quelque part, avoir fait le chemin du patrimoine mondial, ça fonctionne aussi très bien. Je veux dire par là, c'est les gens que j'ai interrogés, en tous les cas, pour eux, ça compte. C'est pas la raison, tu as raison, mais c'est une des raisons. Ça compte. Moi, quand je vois les vins de Loire affichés comme étant les vins d'un territoire patrimoine mondial, je l'ai vu de mes yeux vus en Chine, je veux dire, quelque part, c'est la qualité du vin, c'est bien sûr le vin de Loire pour lui-même, mais c'est aussi parce que, etc. Donc, parce que c'est un territoire patrimonial, c'est une renommée qui contribue à. Et c'est très bien, je veux dire par là, il faut pas. Mais le plan de gestion sur les chemins de Saint-Jacques, moi j'ai contacté Marie-Josée Carrois-Bourlet, qui est donc maintenant la responsable du sujet. Elle s'arrache les cheveux, je veux dire. Comment faire, voilà. On n'a pas du tout abordé dans ces 2 jours la Convention France-UNESCO. Est-ce que Yves Dauge pourrait nous en dire quelque chose et nous montrer comment elle interagit avec les grands projets à l'international? C'est pas mon truc. On vient. La Convention France-UNESCO, qu'on n'a pas du tout... La Convention, oui. Écoute, la Convention est née très précisément d'un cas de figure, il y a 20 ans, sur la ville de Luang Prabang, où l'UNESCO s'apprêtait à classer, à inscrire la ville, et s'est très justement posé la question de la gestion. Et ça rejoint le débat qu'on a eu tout à l'heure. On donne un label et puis quoi? Donc l'UNESCO s'est quand même rendu compte que sur une ville, c'était particulièrement délicat. Sur un monument, on peut encore se dire on y arrivera peut-être, mais sur une ville. Et donc moi je suis à ce moment-là, et je suis intervenu, on est allé me demander pourquoi, parce que c'était un peu mon métier. J'étais maire d'une ville qui avait pratiqué l'exercice de la protection en France. Et donc, je suis allé là-bas. Et j'ai développé une expertise. Bon, je signale d'ailleurs que c'est jeudi. Jeudi 9 avril, oui. Yves Dauge et Michel Brodovitch. Avec Michel Brodovitch, on va raconter un peu notre histoire. 20 ans de travail sur Luang Prabang. Trop parler de ça. Mais voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'est l'idée que sur un cas de figure comme celui-là, on s'est dit, bon, on n'y arrivera pas si, on ne crée pas un système institutionnel, s'il n'y a pas une loi, et s'il n'y a pas de l'expertise, pour faire
des exercices de planification. On a fait l'exercice que tout le monde a décrit tout à l'heure. Hein. Et à partir de cet exemple-là, on s'est dit, voilà, il faut que la France propose à l'UNESCO un accord pour dire, nous les Français, il y en a d'autres hein, dans le monde, mais ça a fait un peu école, les Italiens ont fait un peu la même chose. Et on a dit, nous avons une expertise dans les administrations, dans les collectivités locales, bien sûr dans nombreux bureaux d'études, et nous allons mettre cette expertise au service de la Convention pour aider des candidats à construire leur dossier. Moi, j'ai beaucoup travaillé, malheureusement, vous savez comment ça s'est terminé, sur les villages morts au nord de la Syrie. On a fait une expertise magnifique. Et puis Alors, on a mobilisé une expertise gratuite, on mettait à disposition, ça continue. Je remercie beaucoup le ministère de la Culture, Bruno Favel en particulier, qui soutient cela, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Écologie et du Développement. On propose à l'UNESCO, en dehors de la cotisation française à l'UNESCO, on propose à l'UNESCO d'apporter notre expertise, et on a un fonds relativement modeste d'argent, qui finance simplement les coûts techniques de l'expertise. Parce qu'on donne l'expertise gratuitement. C'est comme ça que c'est né, il y a 20 ans. Et ça s'est développé assez bien. Bon, il faut soutenir cette ambition de la France, et d'autres pays peuvent en faire autant. Il faut apporter à l'UNESCO, mais ça fait partie de l'esprit de l'UNESCO. L'UNESCO n'est pas une institution qui travaille pour elle en autarcie, c'est une institution qui porte des valeurs et qui essaie d'associer à travers des conventions l'ensemble des pays. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Bon, quelquefois, les Français, ils ont des réflexes un peu franco-français. Il faut mettre un drapeau, c'est pas la peine de travailler avec l'international, il faut se valoriser nous-mêmes. Moi, je déteste ça. Parce qu'on se valorise d'autant mieux qu'on travaille avec les autres, hein, comme tu as très bien montré sur Apsara, sur Encore. Hein, et comme j'essaie de le faire sur Vadpou avec beaucoup de mal. Donc voilà, l'histoire de la Convention, elle continue. Bon, avec des contraintes financières, mais voilà. Et dans ce contexte-là, quelle place tu vois ou tu estimes que doivent prendre les architectes? Qu'est-ce qui veut répondre à ça? Il ne faut pas que je parle trop. Ça fait suite à l'intervention de Pierre. Ces journées d'études s'adressent de manière privilégiée à des architectes qui sont élèves de l'école de Chaillot ou qui sont à l'extérieur. Et donc, c'est une question qui revient de manière régulière. Et auquel vous avez tous expliqué que c'était à leur génération de résoudre les problèmes que nous leur laissons. Voilà, donc qui va faire l'articulation et comment? Bon, oui, Benjamin ou Pierre-André, peut-être. Juste sur les architectes. Moi, je suis frappé. Je veux dire, les architectes qui sont formés au projet. C'est-à-dire que dès qu'ils voient quelque chose, ils sont formatés pour faire des projets. Ils sont formatés pour faire des projets dans l'espace. Je veux dire par là, c'est que dès qu'ils voient un espace, ils imaginent un projet. Voilà. C'est un peu ça, c'est leur particularité. Constat, enjeu, objectif, ça leur suffit pas. Il faut mettre en œuvre, il faut d'abord concevoir et après il faut mettre en œuvre un projet. Et ça, c'est fondamental. C'est absolument fondamental dans le contexte actuel. On ne peut pas se contenter d'avoir des objectifs. Hein. Voilà. Il faut concrétiser ces objectifs par un projet et surtout, et c'est ça l'intérêt des architectes, c'est qu'ils pensent tout de suite comment on va le mettre en œuvre. Ils sont au moins formés pour ça. Voilà. Et je pense qu'avec le chantier qui nous attend aujourd'hui en matière de patrimoine, il y a vraiment besoin. Alors, architecte, urbaniste, paysagiste, hein, bien sûr, je prends assez large. Mais je pense que cette formation, elle est absolument capitale aujourd'hui. Je pense que dans le domaine du patrimoine, avant de faire le projet, il faut le comprendre, le patrimoine. Et je pense qu'il y a dans cet exercice de lecture du patrimoine quelque chose qui est absolument fondamental.
Alors cette lecture, on l'a fait avec des outils qui sont nos outils de connaissance du patrimoine, des outils culturels. Mais quelquefois, ces outils sont trompeurs parce qu'ils nous emmènent quelquefois à des raccourcis qui consistent à dire, après tout, voilà, bon, ça je l'ai déjà vu quelque part, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, on oblitère une partie du travail d'analyse, le travail besogneux, de pas à pas, qui consiste à apprendre les choses les unes après les autres, et pour lequel il n'y a pas d'économie de temps possible. Et dans les ateliers croisés qu'on fait avec l'école de Chaillot depuis maintenant pas loin de 30 ans, on a commencé en 87 ou 9, il y a justement cette question amusante où des architectes de l'école de Chaillot déboulent dans des pays dont ils ne connaissent pratiquement rien avant d'y arriver, et sont confrontés à des patrimoines dont ils ne connaissent rien du tout. Et le seul outil dont ils puissent disposer, ce n'est pas du tout l'outil de la connaissance préalable, l'outil de la culture, c'est l'outil de l'observation et de l'analyse. Et là, ils sont plongés dans l'eau froide et ils n'ont que ça pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'en définitive, cette obligation d'analyse, ils sont obligés d'y passer. Et cet exercice est absolument indispensable pour essayer de comprendre ensuite de quoi il s'agit. Et c'est là que peu à peu, avec le travail qu'ils font avec leurs homologues nationaux, à qui ils disent et tel détail ou telle chose, pourquoi c'est comme ça? Et les autres disent parce que c'est comme ça, parce que ça leur paraît tellement une évidence qu'au fond, ils ne se sont jamais posé la question. Et si la question se pose encore davantage, à ce moment-là, les deux étudiants ou les deux architectes essayent de creuser la question et de la signification soit de la raison constructive, soit de la raison culturelle. Et c'est là qu'à mon avis, commence à s'ouvrir la porte de la connaissance du patrimoine. Et à partir du moment où on commence à ouvrir la porte de la connaissance, c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre la lumière de sa valeur et puis de ses pathologies et puis peu à peu d'arriver aux conditions nécessaires de sa conservation. Mais la conservation n'est pas uniquement l'objectif, mais aussi son inscription dans une vie sociale et culturelle actuelle et future. Et à mon avis, le rôle de l'architecte est fondamental parce que l'approche constructive, un ingénieur ou un entrepreneur pourrait l'apporter. L'approche historique, un archéologue ou un historien pourrait l'apporter. La valeur culturelle, on pourrait dire, un sociologue ou un philosophe pourrait l'apporter. Mais celui qui fait la synthèse du tout et qui met dessus un chapeau en disant voilà la valeur patrimoniale, il n'y a que l'architecte qui puisse le faire. Au fond, l'architecte est à la fois un praticien de l'analyse, qui doit être déniaisé aux problèmes à la fois de philosophie, de construction et de valeurs culturelles, mais aussi celui qui va faire la synthèse pour dire voilà, les valeurs patrimoniales c'est ça, et voilà ce qu'il faut essayer de préserver, et voilà ce qu'il faut réintégrer dans la vie sociale active, en quelque sorte, dans la société vivante. Et ça, je pense que le rôle de l'architecte comme ouvreur de porte est fondamental. Et puis après, il faudra qu'il construise un projet avec d'autres spécialistes, d'autres praticiens, d'autres partenaires, qu'il va associer en fonction des besoins, en fonction de leurs compétences et en fonction des outils nécessaires. Donc pour moi, l'architecte est fondamental du début jusqu'à presque la fin étant le moment où la population ou les propriétaires ou les utilisateurs vont se réintégrer dans le patrimoine et y vivre. Voilà, pour moi, la place de l'architecte est fondamentale et ça commence par une très grande leçon de modestie et ça commence par une leçon de savoir regarder pour savoir comprendre, tout simplement. Je voudrais prolonger un petit peu effectivement sur ce thème du savoir regarder. C'est-à-dire que dans ces missions d'expertise à l'international, on se rend compte, on arrive, nous, on est formaté, on dit on vient d'un pays développé, on a des savoir-faire, on a des techniques, on a une expertise, et très généreusement, on va la transmettre à ces populations, entre guillemets, à ces pays qui n'ont pas le même niveau de développement, qui sont en attente de connaissances. Et on arrive, je ne dis pas avec une vision un petit peu colonialiste, mais un sentiment de supériorité. Nous, on sait des choses, eux, ils ne savent pas, et comme on est généreux, on va leur transmettre. Et finalement, en retour, on a
au bout d'un certain temps, un effet qui est un effet miroir, c'est-à-dire le fait d'essayer de comprendre comment fonctionnent les autres nous apprend en miroir comment on est fait. Et on se rend compte, dans ces problématiques de ruines, dans ces problématiques de reconstruction ou pas reconstruction, que nous, notre culture, française en particulier, elle est façonnée par un certain nombre d'événements historiques. Elle est façonnée par le XVIIIe siècle, je parlais tout à l'heure de Hubert Robert, cette fascination de la découverte des ruines de Rome, ces palais, ces signes du pouvoir, ces signes de la religion détruits et abandonnés, c'est quelque chose qui est dans notre culture. On a un autre élément de notre culture, c'est la Révolution française. C'est le souvenir de toute la formation du service des monuments historiques, c'est ces monuments, ces grandes abbayes abandonnées après la Révolution, dépecées, ces Cluny, etc. Donc on a été conditionné par ça, ces épaves de l'Ancien Régime et les restaurations, le travail de Viollet-le-Duc, c'est rétablir ce qui avait été détruit par la Révolution. Une autre chose qui est aussi dans notre culture, c'est 1905, la séparation de l'Église et de l'État. C'est dire d'un côté, il y a le religieux, d'autre côté, il y a le laïque. Et les monuments historiques, ils nous intéressent non pas comme monuments religieux, mais comme œuvres d'art. Regardez le musée des monuments français, ce sont des morceaux d'architecture, ce sont des morceaux d'édifices religieux transformés en objets d'art, et la dimension religieuse, je ne dis pas qu'elle est éliminée. Alors quand vous arrivez avec ce formatage-là en Asie, où vraiment vous prenez un temple, même s'il est en ruine, c'est toujours un temple, il y a toujours une symbolique religieuse, c'est-à-dire il n'y a pas cette coupure entre la fonction, la signification et l'architecture, c'est un tout, c'est un bloc. C'est pour ça, par exemple, que les Japonais, c'est l'exemple du temple d'Ise, ce temple qu'on reconstruit régulièrement, qui est un temple du 7e siècle, qui est reconstruit tous les 20 ans, qui a été reconstruit 49 fois depuis sa construction, et c'est toujours un temple du 7e siècle, parce que ce qui compte, c'est pas la matière dont il est constitué, c'est le sens qu'il a et la signification qu'il prend. Et donc on se rend compte, je dis pas qu'il faut remettre en question notre formation, mais que nous, on est aussi profilés d'une certaine façon, qui est ni pire ni mieux que celle des autres. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de confronter et de s'enrichir de ce dialogue réciproque et de perdre progressivement cette arrogance de la supériorité, une présumée supériorité scientifique. Je peux juste dire que, justement, dans l'exercice que j'ai fait à Luang Prabang, on y reviendra le 9, on a passé 3 ans à faire l'inventaire avec les Lao. 3 ans d'inventaire de leur patrimoine. Alors je peux vous dire, c'est une sacrée école de modestie pour nous, justement, parce qu'on leur a appris leur propre patrimoine et ils en sont devenus très fiers. C'est un patrimoine très complexe, d'ailleurs, parce que dedans, il y a du patrimoine colonial qu'ils ont pris en compte. Donc c'est une école de formation. Et ce n'est pas les experts français qui viennent faire l'inventaire, ce sont les Lao, dans un cursus de formation, qui font leur propre découverte de leur propre patrimoine. Ça a été un succès considérable pour la suite. Je voudrais juste revenir en arrière sur le point de l'analyse. Ça me semble primordial pour n'importe quel projet, que ce soit un projet de petite construction dans un village ou la reconstruction ou une ZAC ou n'importe quoi. Je pense que l'analyse, l'étude historique, de bien connaître le lieu, tout ce qui s'y est passé, toutes les traces qu'on y a, qu'on peut y recéler, peut permettre... En fait, le projet se dessine au fur et à mesure que l'analyse se fait. Et ça peut aider énormément. Par exemple, je pense à une ville, Aire-sur-la-Lys, qui est une ancienne ville fortifiée. Aujourd'hui, on ne peut plus construire parce qu'il y a un PPRI de rez-de-chaussée au centre de la ville. En fait, cette ville fortifiée, Vauban était un as des réseaux hydrauliques et il savait très bien gérer l'eau. Si on avait, par exemple, dans le PPRI, lorsqu'il a été établi, on aurait fait une bonne analyse, effectivement, du site de la commune et du recreusement, parce que, bon, les fossés ont simplement été remblayés, les remblais, ça se retire facilement. Je pense qu'on aurait pu gérer ces problèmes d'inondation avec les anciens fossés. Et tout peut, à mon avis, s'expliquer, les projets se monter, en fait, en sachant regarder, étudier, et, je ne vais pas dire écouter les anciens, mais... écouter ce qu'ils ont pu dire et ce qu'ils ont pu faire. Et je pense qu'à ce moment-là, le projet se désigne simplement et c'est là qu'on a les plus beaux résultats. En tant qu'architecte des bâtiments de France, c'est ce que je vois, c'est les gens qui savent regarder, effectivement, qui sont assez humbles par rapport à un site, qui ne veulent pas mettre leur marque et c'est eux qui font les projets, effectivement, avec le plus de talent. Voilà. À moins qu'il y ait des questions, moi je réagis d'abord, mais juste une seconde.
à la Blaude, parce que oui, je te suis tout à fait. Est-ce que tu sais quel est le premier édifice que, en général, les Chinois viennent visiter quand ils arrivent à Paris? Non. Hein? Non, c'est Notre-Dame de Paris. Parce qu'il y a d'autres cultures qui arrivent, et ça c'est la culture communiste, c'est la culture de la Révolution française, c'est la culture des romantiques. Hein. Tous les Chinois ont lu Notre-Dame de Paris, pas tous, bien sûr. Il y a sûrement des Chinois dans la salle qui vont me dire non. Mais beaucoup, beaucoup. Ça fait partie de leur culture. Et c'est amusant de voir tous ces croisements différents. Voilà. C'était juste une anecdote. J'aurais une question peut-être sur le bassin minier, qui est une inscription un peu nouvelle par rapport aux habitudes de l'UNESCO. J'aimerais simplement savoir, Catherine, s'il y a des retombées touristiques qu'on peut mesurer pour la fréquentation des terrils et des carreaux dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors nous, on n'a absolument pas de problème de fréquentation des sites pour l'instant. Non, je pense que le seul problème, c'est peut-être les terris, effectivement, qui sont accessibles. Et effectivement, sur un terri, on ne marche pas n'importe où. Donc, mais sinon, non, on n'a pas de problème de flux touristique aujourd'hui, tu vois, malheureux. Est-ce qu'il y a une augmentation des touristes quand même? Alors, honnêtement, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Peut-être que certes... En fait, il y a simplement en ce moment un projet qui se met en place pour de la signalétique. Et je pense que quand ce projet sera en place, tu vois qu'il y aura des circuits, des choses comme ça, peut-être que les gens qui vont au Louvre-Lens, mais bon, même la fréquentation du Louvre-Lens est en train de descendre. Comment? Ben, non, mais bon. Et voilà. On ne le ressent pas encore. Oui, ce sujet de l'impact de l'inscription sur la fréquentation touristique, il est très très intéressant. Moi, je m'occupe de la cathédrale de Rouen depuis un certain nombre d'années, qui avait fait l'objet à l'époque d'un premier pré-dossier d'inscription sur la liste, qui finalement n'a pas été retenu sur la liste. Et puis, depuis quelques années, on voit une augmentation de la fréquentation à Rouen. On ne comprenait pas bien. On s'est rendu compte tout simplement que cette augmentation de la fréquentation, elle était due à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de la ville du Havre. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre d'opérateurs touristiques avec des visiteurs étrangers qui prennent la liste des monuments du patrimoine mondial, ils voient le Havre, ils vont au Havre, et puis en revenant sur la route, on leur dit aussi, il y a aussi une cathédrale du XIIIe siècle, ça peut vous intéresser. Et donc, c'est vraiment un élément qui est important parce que je pense que sans l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, aucun touriste étranger n'aurait l'idée d'aller au Havre. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai que dans beaucoup de sites, on cherche à faire venir des touristes, hein, ça c'est clair. Et puis il y en a quelques-uns qui ont ce problème. Alors ça dépend aussi de la dimension du site. Nous, sur le Val-de-Loire, franchement, on gère l'affaire sur 280 km, ça va. Hein, mais c'est vrai qu'il y a une augmentation assez sensible. Hein. Mais ce sont des gens qui se baladent à vélo. La SNCF a mis tout un système de vélo dans le train. C'est diffus. Et puis, les gens s'accrochent sur les petites auberges, les restaurants. Donc, c'est une vision assez globale du système. Ça va. Sur Luang Prabang, on a très peur. Parce qu'il n'y avait pas de touristes à Luang Prabang il y a 20 ans. Et aujourd'hui, vous avez les Chinois qui sont juste au-dessus. Et eux, ils viennent avec des hôtels de 200 chambres. Et des cohortes qui traversent la ville avec des drapeaux. Et ça, voilà, c'est ça qui nous fait peur. Et c'est ça ce qu'on essaie d'empêcher, en disant au gouvernement, refusons ce type d'hôtellerie. Et faisons des chambres d'hôtes avec les Lao, des petits hôtels de 25-30 chambres, mais on refuse systématiquement les hôtels au-dessus de 50 chambres. Parce que, alors ça tiendra le temps que ça tiendra, parce que c'est une décision politique très dure à tenir. Hein, il faut, parce que vous savez, les Chinois, ils sont capables d'avancer aussi. Hein. On ne les retiendra pas beaucoup. Mais ça, c'est un risque. Hein. Sur une ville comme Luang Prabang, qui est très fragile, très dans son patrimoine, eh bien, je peux vous garantir que c'est un gros souci pour nous. Voilà. Question. Ces questions d'aménagement de la fréquentation ne sont pas au cœur des plans de gestion, pas encore. Ce n'est pas partie des thématiques. Si? Non, moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit, je crois que c'est Benjamin ou Monsieur Lablaude.
En ce qui concerne l'analyse, bien sûr, qui est fondamentale pour un projet de patrimoine mondial et pour le mener à bout et pour mettre en place le plan de gestion. Je suis persuadée que les architectes ont effectivement une excellente formation pour cela, parce que je l'ai dit ce matin, à cause justement de leur vision de l'espace, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Je crois ce qui est important pour faire évaluer, pour faire émerger la valeur universelle exceptionnelle, c'est qu'il y ait quelqu'un qui a un regard extérieur. Je crois qu'arriver avec un regard extérieur et poser des questions de candide, hein, tout bêtement, pourquoi j'avais raconté quand même pour la Champagne que j'ai vraiment posé des questions qui paraissaient à moi évidentes, mais qui, au quotidien, pour les gens qui vivent ce site au quotidien, leur paraissent tellement évidentes qu'ils les ont complètement oubliées. Leur demander, leur dire, mais qu'est-ce qui fait votre valeur? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous différencie des autres paysages viticoles? Petit à petit, ils en sont arrivés à dire, effectivement, c'est l'industrialisation, alors qu'au départ, cette idée d'industrialisation leur paraissait absolument inconcevable. Le rôle des Allemands. Les Allemands, pour eux, c'était pas des Allemands, c'était des Alsaciens. Puis quand on a creusé, on s'est bien aperçu que c'était des Allemands et on s'est posé la question pourquoi. Et c'était là que ça devenait intéressant. Le rôle des femmes, de toutes ces veuves. Pourquoi et comment, qu'est-ce qu'elles ont fait, quelle a été leur marque. C'est quand même un des rares endroits où il y a eu des femmes entrepreneurs et qui ont eu ensuite une vision sociale, de mécénat social très très importante et qui ont marqué le territoire en créant des hôpitaux, en facilitant l'implantation d'une cité-jardin pour loger les ouvriers, etc. etc. Donc ce regard extérieur de quelqu'un qui ne connaît absolument pas le territoire est très important, je crois. Ça permet justement d'avoir un dialogue et de faire émerger par le bas, la véritable valeur. Et alors ensuite, il faut mettre en musique, et ensuite, il faut monter un plan de gestion, il faut trouver les attributs correspondants, il faut définir un périmètre, etc. Là, c'est effectivement toute notre cuisine interne. Oui, bon, moi, je comprends bien cette dialectique, hein, c'est vrai. Est-ce que je peux revenir une minute sur la question des documents d'urbanisme et de la cohérence des outils de planification à l'échelle, par exemple, du bassin minier ou du Val-de-Loire? C'est vrai qu'on a une difficulté, hein, c'est à faire cet assemblage-là sur des grands territoires. Et alors, sur le Val-de-Loire, on a, je dirais, réglé la question par le plan de gestion. En fait, on a fait un plan de gestion qui est une directive. Mais elle n'a pas la force, la directive n'a pas la force de loi qu'elle aurait pu avoir si on avait donné du droit à la directive. Mais en fait, on y est, hein, parce qu'on a toujours fait le plan de gestion, d'ailleurs avec des gens qui nous ont aidés à le faire, hein, avec cette idée qu'on se donnait un instrument de gestion au sens UNESCO, mais un outil également de planification qui s'appellerait directive. Et moi, plusieurs fois, j'ai dit, mais il faut faire la directive. Alors bon, voilà, on a des réactions parce que encore du droit, encore des contraintes, encore une couche, voilà, c'est ça. On est dans une époque où les gens luttent beaucoup contre les normes, comme vous savez, les contraintes, laissez-nous vivre, laissez-nous faire ce qu'on veut. Donc on est dans un système très très tendu politiquement sur les exercices de planification. Et deuxième observation, les documents de planification se sont vidés de contenu. On a fait des documents de planification qui dans le fond, ne disent pas grand-chose, hein, et en tout cas permettent tout. Hein ? Ils n'ont pas alors, parce que justement, on n'a pas fait ce travail que vous dites, de réflexion fondamentale sur l'histoire du lieu, la géographie, l'archéologie, l'inventaire, et qu'on n'a pas accumulé tout ce socle de connaissances qui permet, hein, ensuite de faire de la planification. Et on n'a pas non plus les instruments politiques pour gérer, hein, des grands territoires. Hein.
Alors, on a une succession de trucs. Alors sur le Val-de-Loire, bon, c'est vrai, on a monté ce syndicat interrégional. Les régions de Nantes et d'Orléans se sont unies dans un outil commun qui est dédié à la gestion du site et qui fabrique des instruments pour la planification locale. Alors ça, je pense quand même que ça a été apprécié par beaucoup. Hein. Et honnêtement, ça manque sans doute dans le bassin minier. Ça manque, bien qu'il y ait des gens remarquables, comme j'ai dit, mais bon, voilà. Alors évidemment, quand on a un outil comme Apsara, ça c'est à l'honneur de l'UNESCO quand même d'avoir monté ça. Il n'y aurait pas ça, qu'est-ce qu'on ferait, hein? Et c'est vrai, sur le Wamprabank, moi j'aurais rien fait si j'avais pas eu l'autorité que donne l'UNESCO. Hein? Mais il faut aussi un porteur. Tu as été un porteur. Bah, c'est-à-dire qu'il faut l'outil de base, il faut l'expertise, mais tout commence par l'outil de gestion qui a une autorité avec du droit. Hein? Et puis ensuite, effectivement, l'expertise peut se développer, mais dans un contexte qui donne une petite chance de réussite. Sinon... Tu vois, je ne veux pas être désagréable, mais je pense que dans le bassin minier, il y a un manque de connaissance des élus. Alors, à part quelques-uns, effectivement, qui ont porté le dossier, mais il y a un manque de connaissance, en fait, de leur territoire. Et ils ne voient que leurs problèmes, tu vois, et qui sont, je pense, des problèmes difficiles à gérer. Mais en fait, tout ce qui concerne le patrimoine ou l'intérêt que peut avoir tu vois, les cités, les monuments qu'ils ont, ils n'en ont pas conscience. Et je me rends compte, là, en allant les voir chacun séparément, en passant une demi-journée avec eux pour les PPM, qu'en fait, quand on discute avec eux, mais malheureusement, à SDAP, c'est très peu de personnes, et on n'a pas le temps, en fait, de tout leur expliquer. Et je pense que les contraintes, ils les acceptent quand ils les comprennent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Et il faut du temps, et je pense que un des problèmes vient de là aussi. Oui, c'est très vrai, il faut du temps. Et alors, pour tous les professionnels qui sont là, ou qui le deviendront, il faut s'inscrire dans la durée, ça c'est clair. Hein. Mais je peux dire un mot du Mont-Saint-Michel, parce qu'on a été très concernés par la gestion du grand site. C'est vrai qu'on a évité certaines éoliennes, mais on n'a pas mis en place l'outil de gestion d'un grand territoire. Et quand on a parlé de périmètre de protection modifié, ça a été le refus clair des élus qui ont dit « nous, on en a marre des contraintes ». Voilà, c'est ça, comprenez. Et alors c'est là que l'État doit jouer finement, parce que s'il recule en bon ordre, bon, alors à quoi ça sert? Mais il faut qu'il sache avancer aussi, et c'est là que l'UNESCO peut nous aider grandement. Mais bon, le sujet, il faut savoir que les professionnels qui sont sur le terrain, ils sont pris dans ces contradictions, qui sont quand même très très difficiles. Et puis vous savez, il faut faire quand même aujourd'hui place à moins de normes, plus de liberté, du BTP, de la construction. Alors c'est très difficile. Il faut savoir résister intelligemment. Alors en faisant de la pédagogie et avec du temps, on peut y arriver quand même. Ne soyons pas trop pessimistes. Il vient deux anecdotes. La première, c'est que j'étais dans un colloque au cours duquel on parlait de patrimoine, et justement au sujet du bassin minier, quelqu'un qui est intervenu en disant « mais c'est absolument invraisemblable, on prend un territoire dans lequel il y a des gens, et on le classe au patrimoine mondial pour qu'il ne puisse plus rien faire ». Et c'était la caricature d'une mauvaise interprétation. Au fond, protéger un bien, c'est pas le verrouiller, c'est pas empêcher les gens de faire quoi que ce soit, c'est au contraire les inviter à comprendre pourquoi il a un intérêt et pourquoi il a de la valeur et pourquoi, au fond, c'est un emplacement un peu spécial, particulier, original. J'ai un deuxième exemple amusant qui me vient à l'esprit, c'est justement au sujet du Val-de-Loire. J'habite pas loin du bien, dans le nord du Berry, et il y avait eu un problème d'éolienne qui s'est posé. Et à un moment donné, il y a une association qui s'est organisée et qui s'est demandé si le lieu dans lequel il y avait à redouter des éoliennes n'était pas dans les abords de la zone tampon. C'est-à-dire qu'en définitive, le rayonnement du patrimoine mondial, tout d'un coup, prend des proportions sympathiques dès lors qu'on n'est pas dedans, mais qu'on pourrait s'en servir.
Et j'ai trouvé que c'était une approche du patrimoine mondial qui était assez amusante parce que tout d'un coup, ça devenait utile. Alors évidemment, on dit c'est utile à comprendre, mais tout d'un coup, c'était utile parce qu'il y avait des contraintes qui en découlaient et qui pouvaient aider les gens à gérer des problèmes qu'il faut gérer par ailleurs. Peut-être aussi un mot et un exemple concernant la place des habitants et le rôle qu'ils jouent ou qu'ils devraient jouer ou qu'on aimerait arriver à développer dans ces processus de labellisation. Vous en avez évoqué quelques-uns. Benjamin a dit patrimoine industriel et les bassins miniers, on fige ce que peuvent faire les habitants ou pas. Je reviens sur les villages du massif calcaire du nord de la Syrie, que Yves Dauge a évoqué tout à l'heure, où lorsque nous y sommes passés avec les élèves du cours que nous avions, de la formation que nous avions en Syrie, l'école de Chaillot, le site était en voie d'être labellisé et le gouvernement syrien de l'époque et la Direction générale des antiquités et des musées voulaient évacuer des habitants qui, il est vrai, squattaient le site. C'était des bergers qui habitaient dans des ruines magnifiques, comme c'est le cas sur ces sites antiques ou byzantins dans cette région du monde. Et du coup, les familles qui vivaient là nous disaient, et il y avait un chef de village qui nous disait très simplement je suis tout à fait d'accord pour aller habiter dans une petite maison qu'on nous construit à 5 km de là, d'autant plus qu'on nous refuse le confort ici, on nous refuse l'eau et l'électricité, puisque le site doit être vidé. Mais je vous garantis que le jour où nous évacuerons le site, il sera pillé dès la nuit suivante. Il y a des éléments sculptés absolument splendides. Et cette dimension-là n'avait, à l'époque, pas été prise en compte par la démarche de labellisation. Et nos élèves dans la formation, des élèves, des architectes, de jeunes architectes syriens qui se formaient au patrimoine, l'une d'entre eux faisait son projet de fin d'études sur ce village, et je lui ai dit de façon un peu docte, il faut que tu t'intéresses aux habitants qui sont là et que tu vois qui ils sont. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, je les ai tous pris en photo et j'ai fait leur portrait, ils sont 60. Voilà. Donc elle avait déjà répondu à ma place. Je crois que c'est une dimension importante. J'ai eu la chance, Benjamin l'a dit, j'ai eu la chance d'être architecte des bâtiments de France dans le Finistère. Et pendant ces 10 ans dans le Finistère, j'ai pris un pied pas possible à lancer 35 ZPPUP dans 35 communes. Et le plus extraordinaire, ça a été cette connaissance qu'on a apportée aux élus de leur propre patrimoine. Je me souviens du maire de Moëlan-sur-Mer me disant, on arrive avec une carte, il y avait tout le patrimoine de Moëlan-sur-Mer sur la carte, ça faisait des taches partout. On se disait, mince, qu'est-ce qu'il va penser de ça? C'est pas possible, c'est du mitage de patrimoine, etc. Et du coup, un peu gêné, j'ai dit, mais monsieur le maire, vous savez, on va rationaliser tout ça hein, pour l'instant. Et il me regarde, il me dit, mais vous n'y pensez pas, monsieur Marino, ce sont les grains de beauté de la commune. C'était gagné, c'était parti. Hervé Novelli, voilà, je veux dire, ce revirement où le maire de Loches, des Camps, qui était complètement opposé et qui, après cette connaissance des choses que les chargés d'études que vous serez vont leur apporter de leur propre patrimoine, de leur propre histoire, qui fait que d'un seul coup, ils comprennent les enjeux et hop, c'est gagné. Pour beaucoup de secteurs sauvegardés, on a quand même eu des révisions de secteurs sauvegardés, notamment. On a eu des très belles réussites. Enfin, Yves, tu peux en témoigner, des très très belles réussites de changement. Mais il y a cette démarche qui prend du temps, de transmettre la connaissance. Et voilà. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que Mireille Gruber a parlé des habitants. Et je pense que là, il y a un point qui est assez délicat à aborder parce qu'il est loin d'être résolu. Lors du symposium d'ICOMOS en 2011 sur patrimoine moteur de développement,
on a abordé la question justement du patrimoine mondial et en particulier, il y a eu un témoignage d'un village dans le désert du sud marocain, village dans lequel le principe de l'irrigation était extrêmement sophistiqué, extrêmement intelligent, et tout l'ensemble du village était articulé sur ce système. Et c'était tellement remarquable qu'en définitive, le village lui-même méritait une protection, voire même protection au patrimoine mondial. Et le maire du village, qui avait dans l'esprit que le patrimoine mondial pourrait apporter une nouvelle économie au village par le biais du tourisme, s'était lancé dans cette proposition et dans ce projet. Et les habitants du village lui avaient dit, mais écoutez, si vous protégez le village au titre du patrimoine mondial, on risque à ce moment-là de figer le principe de l'irrigation, et du coup, ça risque peut-être de porter atteinte à la vitalité, à la vie du village. Il y a eu tout d'un coup une apparition où, d'un côté, c'était les villageois qui géraient leur plan d'irrigation, qui le maintenaient en vie, qui le développaient, et qui le développaient dans une logique qui était une logique culturelle parfaitement cohérente avec l'intérêt et la qualité de ce système d'irrigation. Et puis d'un autre, une tendance à dire on va peut-être stabiliser tout ça, le fixer à un moment donné, de sorte que ensuite on fasse démarrer une autre économie. Et tout d'un coup, on a eu une espèce d'impression où il y avait une rupture entre l'intérêt social et culturel vivant du patrimoine et puis une autre dimension qui est un petit peu une vision bloquée, une vision figée, et où, au fond, on peut s'interroger si on prend suffisamment en compte et si la place des populations dans ce genre de protection de sites, pas de monuments isolés, mais de sites plus larges, n'est pas un problème sur lequel on a encore beaucoup à travailler. Les paysages culturels sont des paysages culturels évolutifs et vivants. C'est donc le principe du paysage culturel, c'est qu'on change d'approche et on doit suivre l'évolution dans le temps. Oui, on continue ou on peut s'arrêter aussi, hein. Je suis sûr que tout le monde a entendu la question de Michel. Hein, c'est pas une question, c'est un... Oui, on peut peut-être laisser la salle poser des questions, en effet. Est-ce que vous avez des questions ou on continue de discuter? Parce que si vous voulez, on peut continuer toute la nuit, hein. Il n'y a pas de souci. Non, mais pas du tout de questions. Je pense que vous, architecte du patrimoine, vous devez être en phase avec le politique. Dans les communes sur lesquelles vous travaillez, il faut être complètement en phase avec le politique. Ça, c'est absolument important. Ça doit être avant tout, votre action sur le patrimoine doit être inscrite dans le projet de ville. Je pense que c'est capital. Je me souviens d'un maire, là aussi à Comana, hein, c'est encore une commune du Finistère, un maire qui travaillait avec nous. Je dis, mais complètement, il nous téléphonait. C'était son projet et nous, on était son technicien quelque part et on l'aidait. Et un jour, il y a eu un refus de la population pour un certain nombre de villages qui voulaient pas être protégés parce que on les embêtait assez, la BF les embêtait assez comme ça, donc ils voulaient pas être protégés. Le maire m'a dit, attends, c'est moi qui vais gérer. Il est allé dans les villages, il est allé dire aux gens, bon, maintenant, on a décidé, c'est terminé, vous n'êtes plus du patrimoine. Vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus du patrimoine. 15 jours après, les gens des villages revenaient en demandant d'être inscrits. Bon, je résume, mais ça s'est passé comme ça. Je veux dire par là, c'est que là, il y a un jeu, bien sûr, entre vous, architectes du patrimoine, et un jeu politique qu'il faut arriver à tisser, à créer, qui est fondamental. Peut-être une dernière remarque, Yves Dauge. Oui, il y a une chose qui me tient à cœur de toujours, c'est le développement de la politique des secteurs sauvegardés, qui a quand même vécu pendant 50 ans avec un succès assez considérable sur un certain nombre de villes, mais le potentiel des secteurs sauvegardés a été estimé à l'origine à 400. On est à 100. C'est-à-dire qu'en 50 ans, on a fait un petit quart. Et donc, quand on est allé à Bordeaux l'année dernière pour commémorer le 50e anniversaire de la création des secteurs sauvegardés,
Moi, j'ai fait une intervention que j'ai relayée sans cesse, j'en profite pour le dire ici, puis je le redirai chaque fois que je pourrai. Ce n'est pas possible qu'un pays comme la France n'ait pas une ambition, parce que c'est la question du patrimoine urbain qui est en cause là. Et c'est une question qui est liée à l'aménagement du territoire. Parce que, comme vous le savez sans doute, nous avons un certain nombre de villes qui se développent, qui captent. Ça a été très bien expliqué par Laurent Davzy, beaucoup de gens, et on l'a bien vu sur le territoire. Moi-même, j'étais plutôt dans le réseau des villes moyennes et petites. Les autres villes de ces leaders, qui sont les bienvenus, elles décrochent, elles vieillissent, et elles sont porteurs d'un patrimoine exceptionnel, qui est en train de se dégrader grandement. Et toutes ces villes sont en train de vivre une crise. Alors on a dit égalité des territoires, c'est un mot, mais il n'y a rien derrière. Et moi, j'ai toujours interpellé de longue date, mais là je le fais de plus en plus, les pouvoirs publics en disant « Mais écoutez, montez un grand programme national, relayé par les régions, les futures grandes régions, pour relancer les petites villes et les villes moyennes à travers une politique de patrimoine. » Parce qu'on est sur du patrimoine à 80% de la ville. Ma ville de Chinon, c'est 80% de patrimoine. Et moi, ça fait combien d'années que j'ai bossé là-dessus, je ne me rappelle même plus, mais la ville, elle s'en sort à peu près grâce au patrimoine, grâce au logement qu'on a refait en centre-ville, grâce aux espaces publics, et toute l'attractivité de la ville, et l'économie, et le commerce, est revenue à cause de ce travail. Donc voilà, il y a un potentiel formidable de travaux à faire en France. C'est du bâtiment, c'est des métiers de grande qualité, c'est de la ressource financière pour l'État. On le dit, c'est tellement évident. Hein, non. Il faut pleurer pour que la puissante maison des finances veuille bien accorder quelques dégrèvements fiscaux à quelques privilégiés, hein, mais on ne prend pas en compte la masse urbaine de cette France. Alors vous connaissez la France dans ses profondeurs, hein, vous n'avez qu'à aller dans toutes ces villes magnifiques du centre, y compris la région centre, Val-de-Loire maintenant. Moi j'ai 18 villes moyennes en région centre, qui n'est pas bien loin pourtant. Elles sont toutes en train de décrocher. Bourges en tête, qui n'est quand même pas une ville qu'on ignore, avec un patrimoine exceptionnel, moins 8% de population, et des logements vides et des commerces fermés dans les rues. Voilà, c'est ça. La France patrimoniale, elle est là. Hein, et personne ne veut bien prendre en compte. Vraiment, je suis révolté par cet aveuglement. Hein. Alors, voilà, il faut vous battre là-dessus, vous aussi. Mais oui. On a une politique à faire, on la fait pas. Il y a deux questions au fond. Bonjour. Oui, j'ai pas l'habitude du micro. Je suis élève à l'école de Chaillot et votre dernière remarque nous évoque grandement notre problématique actuelle, où on étudie tous des villes moyennes en France qui sont en perte de vitalité et surtout d'habitants. Et ce qui m'interroge, c'est qu'on n'était pas formé à aborder cette question quand on est parti dans cette étude urbaine. On pensait faire, je pense tous, une étude patrimoniale et on n'avait pas... D'accord. Donc on avait comme objectif de faire une étude patrimoniale et en fait on se retrouve avec des questions politiques, des questions de terrain, avec des problématiques vis-à-vis des élus qu'on ne maîtrise pas. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les outils pour répondre à ce genre de questions, ce qui est surtout la vacance en centre-ville. Et je voudrais savoir quelle serait votre réponse, au-delà de votre indignation qu'on partage. La réponse. Si vous voulez, pour moi, c'est le volet d'une politique de la ville qui se développe dans les périphéries, comme vous savez, et qui doit se développer dans la France intérieure. C'est la même vision politique que j'ai, hein, avec deux volets d'une même vision, hein, du développement urbain. Hein, et donc, ma réponse, enfin la réponse des pouvoirs publics, à l'occasion d'ailleurs d'une loi patrimoine dont on nous parle, ça devrait être un plan, programme,
un vrai plan programme patrimonial lié à l'aménagement du territoire, à l'insalubrité dans tous ces cœurs de ville, avec quoi? D'abord, une ligne financière qui récupérerait 3 ou 4 argent qui se disperse entre trop de directions, sous-directions et autres ministères. Il n'y a qu'à faire une ligne unique d'intelligence pour financer les secteurs sauvegardés. Parce que, comme on a dit, il faut du temps et de la matière grise. Et donc, si l'État n'est même pas foutu de mettre sur la table 3 sous pour passer un accord avec les villes, pour investir, ça concerne les professionnels que vous êtes, hein, pour investir dans ces villes, hein, pour lancer les opérations de secteur sauvegardé, hein, en y mêlant du logement social et du logement privé, de l'accession et du locatif, en travaillant sur les espaces publics. C'est un métier formidable. Il y a des gens qui ont fait ça parfaitement, hein. Donc là, il y a une ressource qu'il faut avoir. C'est une ressource pour déclencher le processus. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Ça se joue beaucoup sur la défiscalisation et l'Agence nationale pour la... On a des outils, on peut le faire, hein. Il faut réunir tous les moyens qu'on a dans une politique vraiment visible, bien claire, bien identifiée, et on enclenche le processus. C'est un processus qui va se développer sur 30 ans, qu'on est en train de dire là, comprenez? Mais au moins, ça va rassembler de la matière grise, ça va redonner de l'espoir aux rues abandonnées, aux rideaux de commerce qui se ferment, aux logements vides à l'étage. C'est pas possible qu'un pays comme le nôtre ne s'engage pas là-dedans. C'est à l'État. Alors l'État, il va se relayer dans cette politique avec les grandes régions qu'on est en train de faire. Parce que les grandes régions, et les régions d'ailleurs, avaient fait un instrument de planification qui s'appelle le schéma régional d'aménagement du territoire, le SRAT. Regardez ce que ça veut dire un SRAT. Il y en a qui sont pas mal. Et beaucoup de SRAT, dans ma région en particulier, Centre-Val-de-Loire, il y a 18 villes qui sont spécifiquement identifiées comme des villes en décrochage sur lesquelles il faut travailler. Mais bon, voilà, il faut y mettre 3 sous quand même, hein. Mais ça rapportera gros. C'est un investissement qui rapportera beaucoup d'argent en termes d'emploi, de métiers, de qualification, de commerce, d'artisanat. Voilà, c'est pas vu. Malheureusement, ce n'est pas vu. Mais je pense que les régions futures pourraient vraiment prendre cette question à bras-le-corps. C'est absolument urgent de s'engager dans ce processus, parce que le processus de déclin de ces territoires a été bien analysé, il est connu des chercheurs, il est connu, il y a des bouquins là-dessus, mais les politiques ne le voient pas.